La communauté éducative toujours sous le choc après le suicide d'une directrice d'école dans le Cantal. Lundi, jour de rentrée scolaire. Caroline Grandjean-Pacou a mis fin à ses jours alors qu'elle était victime depuis plusieurs années d'injures et de menaces lesbophobes. Pourquoi ce drame n'a-t-il pas pu être évité? Y a-t-il eu des manquements de l'éducation nationale? La ministre Elisabeth Borne a demandé ces dernières heures une enquête administrative. On va en parler avec nos invités que je vous présente. Aurélie Gagné est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, vous êtes porte-parole et co-secrétaire générale de la FSU-SNUIPP, vous représentez les instituteurs et les professeurs. On est également avec Audrey Goutard sur ce plateau. Bonjour Audrey, journaliste pour France Info, spécialiste des questions de société. Et on accueille également en direct avec nous Christophe Tardieu, aussi connu sous le pseudo de Rémédium. Bienvenue, auteur de la bande dessinée Cas d'école, histoire d'enseignants ordinaires, où vous racontez notamment l'histoire de cette directrice. Vous êtes également professeur des écoles, vous-même à Tremblay en France. Avant de tous vous entendre, si vous le voulez bien, on va revenir sur ce drame, sur le suicide de cette directrice, donc, et les conditions dans lesquelles il est survenu, avec Florent Boutet. C'est dans cette école que Caroline Grandjean enseignait. Cette institutrice de 42 ans s'est donné la mort le jour de la rentrée des classes en se jetant d'une falaise à une dizaine de kilomètres de là, sur la commune de son domicile. Cette nuit, on a appris que la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, avait saisi l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour qu'une enquête administrative soit menée. La mort de cette enseignante est un drame qui a profondément touché l'éducation nationale. Cette directrice d'école était une figure respectée, pleinement engagée auprès de ses élèves. Le temps est au deuil. Nous serons aux côtés de sa famille et de ses collègues dans cette épreuve. L'enseignante avait prévenu les secours, mais les gendarmes n'ont pas réussi à intervenir avant qu'elle ne passe à l'acte. Mariée à une femme, elle avait du mal à se relever des menaces proférées à plusieurs reprises à son encontre. Des tags à caractère homophobe avaient été retrouvés sur les murs de l'établissement, ainsi que des courriers d'insultes déposés dans la boîte aux lettres de l'école. L'enquête, qui avait été ouverte à l'époque, n'avait pas permis d'en identifier l'auteur. Aujourd'hui, la commune est sous le choc. On espérait avoir fait au mieux, peut-être n'avons-nous pas fait assez, peut-être avons-nous été maladroits, mais on a fait comme on a pu pour lui apporter notre soutien et nous sommes vraiment très tristes. Voilà. En arrêt maladie depuis ces événements, elle avait tenté de reprendre son poste l'année dernière alors que les services de l'État lui avaient suggéré un changement de commune, une situation qu'elle aurait très mal vécue. Le symbole est là. Le symbole est là. Je ne sais pas si elle a laissé un écrit, mais pour nous, c'était nous dire qu'elle ne pouvait pas vivre une nouvelle année loin d'une école. Caroline Grandjean avait l'habitude de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Son dernier message fin août laissait entendre que la situation n'était plus vivable pour elle. Christophe Tardieu, vous la connaissiez, Caroline Grandjean-Pacou, je le disais, elle vous a raconté son histoire dont vous avez fait une partie de votre bande dessinée. Comment vous avez réagi en apprenant son suicide ? J'ai été sous le choc, évidemment, à l'annonce de la nouvelle. Je m'y attendais pas. J'avais échangé avec elle le samedi, juste avant. Et après, le choc passé, effectivement, il y a un côté inexorable, en fait, dans sa situation qui fait que le gâchis était un peu annoncé quelque part. Aurélie Gagné, j'aimerais aussi votre sentiment à l'annonce du suicide de cette directrice d'école et aussi à ce que vient de dire Christophe Tardieu, ce gâchis annoncé. C'est une tragédie. Tout d'abord, je tiens à exprimer mon soutien, le soutien de la FSU-SNUIPP à la famille de Caroline Grandjean, à ses proches. Et puis, nous avons une pensée pour la communauté éducative dans son ensemble qui est touchée par cette tragédie. Aujourd'hui, on voit, on apprend ou on réapprend cette histoire de ce qu'a vécu cette directrice d'école. Certains étaient au courant, d'autres non. Je voudrais qu'on revienne sur les injures et les menaces lesbophobes dont elle a été victime. On parle de quoi, Audrey, quand on parle de ça ? Eh bien, on parle d'un événement qui a démarré en décembre 2023. À ce moment-là, des mots absolument terribles sont inscrits sur les murs de l'école d'un petit village. Il faut savoir, c'est 250 habitants, tout le monde se connaît. Donc, évidemment, il y a en plus ce sentiment que cette main anonyme qui insulte de cette façon-là le professeur de l'école, eh bien, cette main anonyme, la victime la connaît peut-être. Le village la connaît. C'est certainement quelqu'un du village même. Donc, il y a en plus, sentimentalement, affectivement, cette dimension supplémentaire. C'est pas dans l'anonymat d'une grande ville. Donc, effectivement, ces mots, faut les citer, Sal Guin, notamment, ont été
annoté sur le mur de l'école, un tag suivi d'un autre, Gouin égale pédophile, vous imaginez? C'est-à-dire qu'on part d'un statut, d'une insulte, et en plus, il y a le mot pédophile. Pédophile, c'est évidemment répréhensible judiciairement, donc c'est un raccourci absolument épouvantable. Vous imaginez de quelle manière, effectivement, cette professeure a pu encaisser la violence de cette insulte. Donc, il y a ces tags qui apparaissent les uns après les autres. Il faut savoir aussi que ce corbeau sévit aussi contre la mairie du village, puisque le maire du village dit des membres de la mairie et au niveau de la mairie, il y a eu aussi des insultes et des lettres anonymes. Bref, ce corbeau sévit en toute impunité puisqu'il y a une enquête, et malgré cette enquête, ce corbeau n'a jamais été démasqué. Alors, c'est là aussi où effectivement la justice n'a peut-être pas été je dirais habile, c'est-à-dire qu'à un certain moment, l'affaire a été classée sans suite, notamment parce que le corbeau avait cessé d'agir. Donc, même si la justice dit aujourd'hui que tous les moyens ont été donnés pour démasquer ce corbeau, ou ces corbeaux, la justice a finalement refermé le livre, et pour la victime et pour les victimes en général, c'est toujours terrible. Oui, l'histoire n'était pas terminée, on l'a bien compris pour cette directrice d'école, et ça se finit tragiquement. Christophe Tardieu, quand vous l'aviez rencontrée dans le cadre de la création de votre bande dessinée, comment vous l'aviez sentie justement par rapport à ce qu'elle vivait, à ses injures, à ses menaces aussi, parce qu'il y a aussi eu un tag où il était noté « va crever ». Comment est-ce que vous l'aviez sentie psychologiquement? Comment elle vous avait raconté ça? Alors, quand elle me contacte en janvier, elle veut en fait se réapproprier son histoire. Elle sent que, en fait, on en a un petit peu parlé au moment où c'est arrivé, et puis ça s'est éteint au fil de l'actualité. Voilà, elle n'avait plus de nouvelles, aussi bien de l'enquête que de l'Éducation nationale, et elle avait le sentiment que l'Éducation nationale tentait d'écrire un narratif bien différent de la réalité de ce qui s'était passé. Donc elle m'a contacté dans un esprit combatif. Elle voulait dire sa vérité, mais elle était également à cette époque-là déjà d'une grande fragilité, parce qu'elle avait déjà subi beaucoup de coups, et la suite a été une longue descente aux enfers, parce que la réaction qu'il y a eu quand la BD a été publiée, alors elle a été double, elle a été des milliers et des milliers de soutiens à travers la France qui lui ont été adressés, mais la réaction de l'Éducation nationale, elle, n'a pas été du tout à la hauteur, et ça l'a plongée encore davantage dans un océan de dépression où elle n'a pas pu surnager. L'Éducation nationale, qui me semble avait porté plainte à l'époque, à l'issue de la sortie de la BD, et je crois que la directrice avait été elle-même entendue, Audrey. Oui, alors effectivement, il y a cet aspect qui a existé par rapport à la BD, mais il y a un autre aspect, c'est-à-dire que le sentiment que l'Éducation nationale ne soutenait pas cette victime, c'est aussi parce que sur les conseils d'un médecin, l'Éducation nationale, en tout cas ce que dit l'Éducation nationale, le rectorat avait décidé de sortir cette professeure de son établissement, de lui trouver un autre établissement d'accueil plutôt que de régler le problème. Comme souvent, les victimes sont elles obligées de se déplacer et non pas voilà. Donc ça a joué énormément. Et le dernier point qui a joué, c'est que le 28 août, sur son compte Facebook, la victime donc évoque la promotion d'une inspectrice de l'Éducation nationale qui ne l'avait jamais vraiment soutenue, selon ses propres dires. Donc effectivement, ça a été un coup pour elle supplémentaire. Ce que vous dites là, c'est résumé par le syndicat des directeurs et directrices d'école, et j'aimerais vous faire réagir pour savoir si vous partagez cela. Ils disent que Caroline Grandjean-Pacou a été, et là je cite un de leurs tweets, broyée par l'institution, par son village, par les parents d'élèves. Comment vous lisez cette situation? Est-ce que vous avez la même interprétation des choses? Alors nous, concernant cette situation, nous demandons, et ça a été acté par le ministère, qu'une enquête administrative soit faite, c'est-à-dire que l'administration, l'inspection générale, se penche sérieusement de près sur toute cette histoire, depuis sa genèse jusqu'à cet acte tragique, de façon à voir qui était responsable à quel moment. Est-ce qu'il y a eu des défaillances? Est-ce qu'il y a eu des fautes pour éventuellement des sanctions, mais aussi pour que ça ne recommence plus. C'est inacceptable, c'est abominable ce que cette enseignante a vécu sur son lieu de travail. Et j'ajouterais quelque chose de supplémentaire, c'est que
Dans l'éducation nationale, il existe, Madame Borne en a parlé dans sa conférence de rentrée, alors dans l'éducation nationale, mais aussi dans la fonction publique, ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Lorsqu'un enseignant, une enseignante est en danger, est agressé, l'État, qui est son employeur, doit le protéger et doit réparer les dommages. Or, ce qui se passe, c'est que ça se concrétise la plupart du temps par un financement, le financement des frais d'avocat. Alors que protéger des personnels, ça devrait être bien plus large que ça. Il ne suffit pas de payer des frais d'avocat. Et la protection dans cette situation, elle a été, vous l'avez dit, de proposer un autre poste à la victime. C'est la double peine. Cette enseignante, elle était victime, elle vivait des choses monstrueuses sur son lieu de travail et c'était à elle de se retirer. Donc ça pose vraiment question sur le système. Et j'ajouterais un dernier élément, c'est l'état de la médecine du travail. Parce que quand on fait un métier comme celui-ci, quand on est agressé, on a besoin de voir un médecin du travail. On a besoin d'avoir des espaces où on peut dire ce qui ne va pas, mais échanger. Elle a pu notamment, elle a été à plusieurs reprises, 2 fois je crois, en arrêt maladie, et elle racontait qu'en fait l'inspectrice en question que vous avez mentionnée lui reprochait d'être en arrêt maladie, lui reprochait de ne pas être à son poste, en lien aussi a priori avec des reproches de la mairie que le maire lui réfute. Mais voilà, il y a toute une bulle là et des liens à démêler. Vous espérez vraiment que cette enquête administrative puisse venir à bout de tout ça et éclaircir tout ça? Nous l'espérons. Alors, il y a l'enquête administrative. Il y aura également une enquête de la formation spécialisée santé-sécurité au travail qui est composée de représentants du personnel qui devront eux aussi faire leur travail d'enquête et mettre la lumière sur ce type, évidemment que ce type de réponse est absolument inacceptable. Christophe Tardieu, j'aimerais votre sentiment aussi sur les manquements possibles de l'institution de l'éducation nationale et de cette enquête administrative qui a donc été lancée par Elisabeth Borne. La conclusion de l'enquête, on la connaît déjà. Ils vont tout mettre sous le tapis, comme d'habitude. La réalité des choses, elle est très simple. L'éducation nationale a tué Caroline. Elle l'a tuée en enfonçant petit à petit des clous de cercueil. Alors là, sur le plateau, on a évoqué effectivement les récriminations de l'inspectrice, le fait qu'on la déplace de force, et c'est la médiatisation de l'affaire qui a empêché ça. Empêché que Caroline, qui était victime, soit déplacée, donnant en cela raison au corbeau. Ensuite, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le fait que, à la suite de cette affaire, Caroline est entrée en dépression, elle a été sous traitement, elle a été hospitalisée et elle a alors demandé, comme c'était son droit, un dossier RQTH. Ce dossier lui a été refusé par l'Éducation nationale. Pardon, c'est quoi ce dossier, Christophe Tardieu? Pardonnez-moi, c'est quoi un dossier RQTH? C'est un dossier en lien avec un handicap lié à son travail qui lui aurait permis d'avoir des financements, des facilités pour se soigner, etc. Ça lui a été refusé, c'est-à-dire que l'Éducation nationale lui a clairement dit « t'es au fond du gouffre, tu y restes ». Ensuite, la plainte concernant la bande dessinée, elle est terrible pour elle. Elle est terrible. Elle m'en parle, elle me le dit. Parce qu'elle est convoquée en tant que témoin par la gendarmerie comme une coupable. Elle a énormément de mal à vivre cette situation. Elle s'en veut parce qu'elle se prend la machine de l'Éducation nationale en pleine tête. Parce qu'il faut bien noter que c'est son inspectrice qui porte plainte, mais que la personne morale derrière ça, c'est l'Éducation nationale, c'est-à-dire que c'est l'Éducation nationale qui porte plainte officiellement. Et que même si cette plainte n'a aucun intérêt et qu'elle ne pouvait pas aboutir parce qu'il n'y avait aucune diffamation dans la bande dessinée, Caroline ne faisait que raconter ce qui s'était réellement passé, ça lui a fait énormément de mal. Et le dernier clou du cercueil, effectivement, ça a été, comme vous l'avez dit, la promotion de l'inspectrice en grade de assistante de la directrice académique. C'est-à-dire que là, vraiment, ça l'a mis au fond du seau. C'est ce dont elle m'a parlé, moi, dans ses derniers messages vendredi et samedi. Et c'est tout ça, tout cet enchaînement d'événements qui l'a poussé dans la tombe. Donc, Caroline disait, et elle a passé ce message en se suicidant le jour de la rentrée, que c'est l'Éducation nationale qui l'a tuée.
son épouse partage ce point de vue et moi je partage ce point de vue. Parce que pour avoir documenté énormément de situations similaires, je peux vous dire que la rhétorique de l'éducation nationale est toujours la même, la mécanique dans le déroulé des événements est toujours le même et que ça finit toujours de la même manière pour les enseignants les plus fragiles. Mais Christophe Tardieu, pardon, je me permets de vous couper parce que vous avez des propos qui sont forts mais qui peuvent aussi être considérés comme graves par certains qui peut-être nous écoutent, de dire que l'éducation nationale a tué cette directrice, de dire aussi on sait déjà comment cette enquête administrative aboutira, elle n'aboutira pas. Ça veut dire que vous n'avez aucune confiance en cette institution, que vous nous dites que finalement cette enquête peut être dévoyée selon vous ? Si Caroline était un cas unique, je pourrais garder un petit peu d'espoir, un petit peu d'illusion. Le problème, c'est qu'avant ça, il y a eu Jean Villot, il y a eu Christine Renon, il y en a eu d'autres, des dizaines d'autres. Donc, effectivement, cette enquête ne mènera à rien et les vraies responsabilités ne seront jamais établies. Peut-être qu'on trouvera pas comme ça qu'on va désigner, mais il ne se passera rien. J'aimerais faire réagir. Allez-y, pardon. Excusez-moi, juste je termine là-dessus. Oui, allez-y. Le problème est systémique. Il vient de la politique menée par l'éducation nationale. Une politique de management toxique. Et que tant qu'on ne mettra pas le nez là-dedans, ça ne servira à rien. Est-ce que vous partagez ça, Aurélie Gagné, ce qui vient d'être dit, encore une fois, ces propos qui sont importants et qui accusent? Alors, au niveau de l'enquête administrative, je ne vais pas me prononcer. On va attendre qu'elle se mette en place, j'espère le plus rapidement possible, et puis avoir un suivi de près, interroger régulièrement. À nouveau, au niveau du Cantal, la section du SNUPP Cantal va participer à l'enquête de la formation spécialisée santé au travail et pourra aussi voir de plus près ce qui s'est passé et voilà, décortiquer la situation. Mais vous avez confiance dans cette institution. Est-ce que, contrairement à Christophe Tardieu, vous vous dites peut-être que cette enquête peut aboutir à la vérité et à sanctionner les personnes qui ont fait des fautes ou eu des manquements, s'il y en a? J'espère. En tout cas, j'ai envie d'avoir confiance, mais on aura un regard de près. On ne donne pas un blanc-seing non plus. Il y aura vraiment un regard de près. Je voulais juste ajouter ce qui me semble systémique dans l'éducation nationale. C'est, je dirais, alors je parlais des médecins du travail, il y a trop peu de suivi au niveau de la santé des enseignants, des enseignantes, au niveau de la santé physique et de la santé mentale. On a un médecin du travail pour 16 000 personnels, ce qui est extrêmement peu. Le suivi dans ce type de situation, il n'est pas à la hauteur. Et là, il faut que les choses changent. Il faut que le suicide soit un sujet qui soit posé sur la table. Parce qu'il y a une forme d'omerta sur ce sujet et pourtant il existe et donc il faut en parler. La question du suicide, Audrey, dans l'éducation nationale, justement. Alors, impossible d'avoir de chiffres précis parce qu'effectivement, l'éducation nationale ne communique pas beaucoup là-dessus. Quand on parle d'omerta, on peut dire, je ne peux pas me prononcer sur le fond, mais sur la forme, en tout cas, il n'y a pas chaque année des statistiques qui sortent. Il y a, au gré des études faites, quelques chiffres qui... Alors, le chiffre le plus répandu, c'est de dire un suicide de personnel issu de l'éducation nationale par semaine. Voilà, mais bon... On sait très bien que, par exemple, en Normandie, sur la région normande, l'année dernière, il y a eu une surreprésentation de taux de suicide, de nombre de suicides. Il y a eu 6 suicides et 3 tentatives, alors que le taux habituel est beaucoup plus faible. Donc, il y a eu une enquête académique pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et là, de toujours... En fait, qu'il s'agisse des professeurs ou qu'il s'agisse des élèves, souvenez-vous, le harcèlement scolaire, on était ensemble souvent en plateau. J'ai l'impression d'entendre les proches des victimes qui s'expriment de la même manière que ce monsieur, les syndicats qui s'expriment de la même manière et qui évoquent notamment le manque de moyens. En fait, il y a un manque de moyens criant à la fois pour les élèves et pour les professeurs, pour pouvoir effectivement accompagner un mieux-être. Il y a évidemment, parce qu'il n'y a pas de moyens et que les rectorats ont l'impression de ne pas avoir de solution et en tout cas ne sont pas formés, eh bien on préfère mettre effectivement tout ça sous le boisseau parce qu'on n'a pas de solution finalement. Et les solutions, elles viendraient de financement plus fort, de recrutement de médecins, d'infirmières, d'écoute et puis de formation.
là, dans cette affaire, moi, je n'ai pas de parti à prendre. Vous avez raison, hein, l'enquête le dira. Mais le fait est, c'est qu'on comprend bien que les différents acteurs n'ont pas su avoir les bonnes réponses. Donc, on comprend bien qu'il y a eu un problème de formation et de réponse apportée. Mais on retrouve exactement ce même phénomène lorsque l'on parle de harcèlement scolaire et lorsque des enfants de 13 ans se suicident à l'école parce qu'on n'a pas su voir leur malheur. Donc, vous voyez, c'est en fait... Il est évident qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a un non-dit. Et le non-dit, en fait, il est criant, ce non-dit. C'est de l'argent pour l'éducation nationale, des fonds, des moyens. Depuis le temps que je travaille sur ces matières-là, eh bien, j'entends toujours la même chose et rien n'est fait, effectivement. On se demande effectivement, quand on vous entend, et tous, parce que vous avez des points communs dans vos constats, et notamment, vous le disiez, sur le manque de moyens, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change, en fait ? Combien de drames il faut pour que ça change ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, Aurélie Gagné, à Elisabeth Borne, à la ministre de l'Éducation nationale ? Alors, l'école doit être un lieu de lutte contre les discriminations. Ça, c'est la première chose qu'il faut poser. Et je dirais, à travers ce sujet, il faut, vous l'avez très bien dit, de la formation. Un des points d'actualité, c'est l'enseignement à la vie affective et relationnelle. Là, on est en plein dans le sujet. Alors, ça concerne les personnels, mais il faut de la formation pour ce type, je dirais, pour ce type de situation, savoir comment faire avec nos élèves, comment en parler, parce que il y a un lien direct entre les deux. Hein. Ça arrive à une enseignante, mais comment est-ce qu'on fait pour parler de ce sujet-là à l'école ? Il faut poser ces sujets, il faut poser le sujet du suicide. Donc là, on est sur un autre registre, hein. Le suicide avec des recrutements de médecins, des recrutements de psychologues, et puis aussi du temps pour débriefer, du temps pour parler de son travail, du temps pour parler de ces situations-là. Et là, à nouveau, on va être sur les moyens parce qu'il nous faut plus d'enseignants, plus d'enseignantes pour pouvoir dégager du temps face à l'élève, dégager du temps et avoir des espaces de parole, voilà, pour un retour sur notre pratique. Merci Aurélie Gagné, merci beaucoup Christophe Tardieu pour votre témoignage également et Audrey Goutard de nous avoir accompagnés.